Aujourd'hui, nous recevons César Ndema Moussa, directeur régional de la Société d'aide à l'enfance de l'Est de l'Ontario, consultant en équité, diversité et inclusivité. Il va nous parler de politiques parfois mal comprises dans la société canadienne et nous en offrir une perspective historique et socio-économique. N'as-tu pas remarqué ce que j'ai dit? J'ai parlé de lunettes, mais j'ai aussi parlé de cheveux roux. Oui. La diversité, dans mes formations, je le rappelle, la diversité, c'est pas juste ici. Oui. Il y a la diversité dans les communautés blanches. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux créer un espace de dialogue et j'aime le fait que tu sois noire, que je sois blanche. Parce que justement, toujours ces notions de représentation, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être ensemble? Figure publique, anonyme, expert, elle et il sont tous les représentants de cette immigration canadienne que nous souhaitons vous raconter ici. Pour ça, nous avons besoin de vous. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, commenter, liker cette vidéo, la partager et aussi vous abonner à notre infolettre sur notre site onalchoix.com. Bonjour César et merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue et de nous accorder du temps. Je tenais à t'avoir en studio pour parler de différentes choses. Bon, tu es quelqu'un de très impliqué. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est d'avoir un petit peu ton approche, ton point de vue par rapport à tes fonctions de consultant en équité, diversité et inclusivité. Pour commencer, je reviendrai sur ce que tu m'as expliqué précédemment à l'entrevue. Justement, tu me parlais de la différenciation entre inclusion et inclusivité. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça? Déjà, merci de me recevoir, Delphine, ainsi que votre équipe. C'est toujours un honneur et un privilège. Pour répondre déjà à la question, elle est importante parce que les mots sont toujours plus que des mots quand on les comprend mieux. La différence entre l'inclusion et l'inclusivité, telle que j'explique en formation aux fonctionnaires et aux cadres supérieurs, c'est l'exemple du chat ou du chien qui entre dans la salle. Quand un chat, un chien, quelque chose entre dans la salle, l'inclusion, c'est de reconnaître que cette chose ou cette personne est dans la salle. Ça, c'est l'inclusion. Il y a un chat, un chien dans la salle. Alors, qu'est-ce que l'inclusivité? C'est un terme des sciences sociales, mais pour faire simple, l'inclusivité, c'est non seulement de reconnaître qu'il y a un chat ou un chien dans la salle, mais adressons-nous également les besoins du chat et du chien. Est-ce que le chat ou le chien ou la personne a également un espace pour elle? Est-ce qu'elle est reconnue pour sa contribution? Exemple, pourquoi je prends un chat, un chien? Parce que si on peut reconnaître déjà au niveau d'un animal ou bien d'un être que trop d'êtres humains peuvent ne même pas reconnaître, ne même pas voir, mais reconnaître cette valeur. Et notamment, exemple, dans cette réunion, est-ce que l'on a conscience que le chat ou le chien a besoin d'eau, besoin de nourriture? Est-ce que l'on discute de son bien-être? Si on peut reconnaître cela pour un être que trop d'humains vont considérer inférieur, on ne peut pas nier cela pour d'autres êtres humains. Donc l'inclusivité, c'est au-delà de reconnaître l'individu ou la chose dans l'espace, mais reconnaître cela dans l'espace-temps et culture, dans le bien-vivre de toute la communauté qui est également dans la salle, dans la communauté, dans le pays, dans la planète. C'est ça vraiment la différence entre inclusivité, donc l'aspect psycho-émotionnel, historique, socio-culturel, économique, etc., et l'inclusion, le simple fait de dire qu'il y a. Alors, j'ai bien fait de te demander ça parce que du coup, ça change déjà ce que je vais te demander après. Je vais être tout à fait transparente avec toi. D'abord, j'ai envie de te demander, selon tes connaissances, donc à partir de quand vraiment est-ce qu'on a commencé à parler de ces politiques d'équité, diversité et inclusion ou inclusivité? La question est excellente. Pourquoi? Parce que une réponse minimaliste serait de dire qu'il y a 10 ou 15 ans. Pourquoi? Dans le contexte, par exemple, canadien, on peut parler de Idle No More au niveau des Autochtones, tout comme de Black Lives Matter, même avant George Floyd, dans le cadre de Barack Obama en tant que président des États-Unis, et puis la violence policière sur les jeunes hommes noirs principalement, et donc de plus en plus. Mais ça, c'est une vision, comme j'ai dit, minimaliste.
véritablement, la vision maximaliste, c'est de reconnaître que ce dont on parle en termes de, la plupart des gens disent équité, diversité, inclusion, aux États-Unis disent DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Mais en fait, c'est le mouvement de progrès social depuis les années 50-60 pour les droits civiques des Noirs qui ont notamment contribué à la deuxième vague du féminisme, aux mouvements environnementaux, aux mouvements également pour les personnes LGBTQ qui ont débuté à la fin des années 60, etc., etc. On peut parler ici notamment des autochtones, on peut parler des latinos, mais également des personnes asiatiques. Donc, ce basculement de société des années 60, ce changement de l'ancien monde à une modernité, au-delà de la technologie, mais modernité au niveau des valeurs. En France, mai 68. Les exemples sont multiples. Et quand on parle aujourd'hui d'équité, diversité, inclusion, moi je dis inclusivité, quand on en parle, ce n'est plus tout simplement de continuer les mécanismes et les dynamiques de domination qui, en fait, sont là depuis des milliers d'années. Ce n'est pas une question de depuis Christophe Colomb ou bien l'esclavage ou la colonisation. Non, 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 depuis des milliers d'années. Mais de revaloriser, d'oser valoriser, de se questionner sur la place et la contribution de tout un chacun dans un monde, dans une planète qui, un peu dans la philosophie africaine de Ubuntu, je suis car tu es, un monde qui devient de plus en plus un village planétaire. Dans ce monde, on ne peut pas continuer de la domination tout en niant que tout un chacun a été dominé, mais que certaines identités, notamment femmes, notamment noires, notamment autochtones, ont et sont toujours plus dominées que d'autres. Et cette inégalité, ces inégalités profondes et systémiques mènent toujours à des crises. Et des crises qui mènent, hélas, à des morts inutiles, qui mènent à des conflits par choix, qui mènent à une situation perpétuelle de chaos, et une situation perpétuelle de chaos qui devient, et c'est là où devient même le plus grand danger, intergénérationnel. Donc ce n'est pas une question de fin de conflit, fin de traumatisme avec l'individu, des générations même plus tard. L'épistémologie, les enjeux épidémiques, comme on peut même dire, se perpétuent au travers des générations. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que cet enseignement-là doit générer des changements de société. Et quand je dis que je veux être transparente, c'est que quand j'ai commencé, moi, à découvrir les politiques d'équité, diversité, inclusivité, que j'ai même vu que ça faisait l'objet de programmes universitaires, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on est obligé de mettre sur pied des formations, et vraiment dans son expression la plus simpliste, comment est-ce qu'on doit mettre des formations sur pied pour apprendre aux gens à être tolérants? C'est vraiment ça que je me suis dit. Et en partant de là, je me dis... alors toi tu le fais, mais qui a la légitimité de dire à son prochain ce qu'il faut faire pour être tolérant? Est-ce que tu as envie de réagir là-dessus? La question est excellente parce que l'essence de la question, mais même ses nuances sont profondes. Et quand je dis ceci, ultimement, c'est une question de la nature humaine. Il faut juste comprendre qu'à la base, au niveau des rapports humains, il y a une question de rapports de force qui sont présents dans toutes les sociétés. Maintenant, la question se pose ceci, est-ce une question de morale, apprendre la tolérance, ou bien, et beaucoup de gens n'aiment pas se l'avouer, c'est une question de rapport de force économique qui deviennent sociopolitiques. Le capitalisme et les intérêts de la classe bourgeoise devenant capitaliste. En d'autres mots, l'esclavage et la colonisation devenaient trop difficiles et chers aux métropoles, et le capital, donc la transformation de la force du travail qui se traduisait par l'esclavage depuis des milliers d'années, c'est vu par le travail rémunéré, donc le salaire. Mais à partir de là, cela veut dire créer une société. Si on regarde bien, je donne souvent l'exemple d'Abraham Lincoln pour montrer la complexité de l'être humain. Abraham Lincoln, que tout le monde célèbre évidemment comme ayant mis fin à l'esclavage aux États-Unis, bravo.
Donc, il était un abolitionniste. Mais Abraham Lincoln était également un ségrégationniste, donc qui considérait que les Blancs et les Noirs ne devaient pas être associés, et dans la logique que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs, mais l'esclavage en soi était immoral. À un moment donné, ce genre de logique ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les tensions que cela crée, les injustices, mais notamment quand même dans la société dite dominante, les injustices se perpétuent, notamment envers les femmes. Lorsque les mouvements, soyons honnêtes, de droite, identitaires, tels aux États-Unis, MAGA, Make America Great Again, mais pour qui? Le sort des femmes. Femmes blanches, grandement opprimées, grandement sous médicaments, grandement abusées dans le foyer domestique. Le viol conjugal était une réalité au même titre que la dépendance financière légalisée. L'intégration, même dans la société dominante blanche, quand on regarde au niveau de l'Amérique, pourquoi est-ce que le crime organisé dit mafia a été fondé par les criminels irlandais, juifs et italiens, particulièrement italiens du Sud? Parce que même dans le groupe dominant blanc, il y avait des discriminations. Donc, facile d'imaginer pour ceux qui et celles qui sont visiblement non blancs, à quel point ces discriminations devaient se faire. Ce n'est pas tant une question de morale en termes d'enseigner la tolérance, mais c'est une question de dans quelle direction choisit-on d'avoir notre société? Alors bien sûr, il peut y avoir des excès, mais l'excès, c'est aussi de parler de racisme anti-blanc qui n'existe pas. Mais on doit dénoncer les discriminations envers les personnes blanches, tout comme on doit dénoncer les discriminations, que ce soit envers les femmes, les personnes noires, etc., etc. Mais dans quelle société voulons-nous aller? Tel je dis souvent, voulons-nous aller vers le 22e siècle ou la moitié du 21e siècle? Ou voulons-nous reculer vers la moitié du 20e siècle avec ce que l'histoire nous a déjà appris? En fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, tu soulèves le fait qu'il peut y avoir de la discrimination à l'intérieur de la société dominante. Absolument. Tu parles du fait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et ça, c'est un débat qui vient dans l'espace public, je trouve, de plus en plus. Peut-être parce qu'on a du mal avec le terme racisme. Maintenant, j'apprécie que tu dises discrimination parce que, bien sûr, que toute personne peut subir de la discrimination. Absolument, toute personne, oui. Et c'est très personnel ce que je vais te dire, mais tu vas pouvoir justement amener ta vision qui est importante. Je me pose des questions. Je parlais justement avec une personne, un Américain. Il y a peu de temps. Et il me disait, le problème avec ce qui se passe aux États-Unis et avec, c'est ce qui se passe aux États-Unis, je veux dire, la montée des extrêmes, etc., et le fait qu'il y avait déjà un terreau pour ça, c'est que lui dans sa génération, il a 70 ans, plus de 70 ans, il a connu cette mentalité où les Noirs étaient des monstres, c'était très libéré, la parole était très libérée. Et il m'explique qu'en fait, ces personnes qui sont plutôt républicains, etc., les politiques d'équité, diversité, inclusion ont été imposées à la société américaine. On n'a pas convaincu les gens, on a imposé. On a mis ça dans les médias, Et donc, tu as les républicains qui évidemment ne changeront pas, et tu as aussi toute une partie de la population où il n'y a pas de fondation là-dessus. Il n'y a pas de fondation. C'est une imposition sans réussir vraiment à faire adhérer les gens à ça. Et donc, le problème, c'est que quelque part, ce n'est pas... c'est un peu factice, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et bien sûr, on met des politiques sur pied parce qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose et donc on impose quelque chose. Comment amener la responsabilité, la responsabilisation, la tolérance, oui, on en parle, mais la responsabilisation individuelle, comment faire? C'est long, ma question. Non, ce n'est pas un problème. Alors déjà, si on voit au niveau de l'individu, mais tout individu est rattaché au politique. Il y a cette expression qui dit « Vous pouvez ne pas vous soucier du politique, mais le politique se souciera de vous, de toute façon. » Je prends l'exemple du gouverneur, je pense, de l'Alabama dans les années 60, George Wallace. Fervent soutien à la ségrégation, anti-droit civique des Noirs, etc., etc. Un dur de dur, le genre que l'on associe au KKK, Ku Klux Klan. Je ne sais pas s'il en était membre, mais
nul n'en douterait. En George Wallace a évolué. Et on parle d'ici d'il y a 60 ans. Il a tellement évolué par la force des choses, mais aussi par le fait de s'être forcé à avoir une certaine ouverture d'esprit. Une évolution débutant déjà avec la déségrégation des écoles, donc que des étudiants noirs et blancs puissent être dans les mêmes salles, au point où il passa des mesures progressistes envers notamment la minorité noire descendant de l'esclavage. Comprenez que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'immigration africaine ou caribéenne vers les États-Unis. C'était très rare. Des Sidney Poitier nés dans les Caraïbes, c'était pas la norme. Hein. Des César des Mamoussa, non, pas d'immigration, sauf si tu es diplomate. L'évolution individuelle est possible. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette impression d'imposition? C'est en raison de la binarité des politiques, une sorte de binarité de conflit permanent de droite et de gauche. Je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis un panafricaniste, et même dans le panafricanisme, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je veux dire, c'est tout un sujet qu'on peut avoir. Qu'importe le mouvement, il y a des progressistes, des modérés, des conservateurs et des radicaux. Peux-tu préciser, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est, panafricanisme? Le panafricanisme est le mouvement idéologique fondé à la fin du 19e siècle de revendication de droits, liberté, mais également de justice et dignité des personnes noires. Le mouvement a débuté dans les Caraïbes, mais englobant très principalement l'Afrique, donc les personnes originaires d'Afrique, en raison de deux grands crimes, l'esclavage et la colonisation, qui ont tué. Donc on parle souvent du nombre de personnes noires qui ont été kidnappées et déportées par l'esclavage, mais le nombre qui ont été tués est beaucoup plus grand, des millions et des millions, par la traite transatlantique, donc blancs chrétiens d'Europe, mais trop souvent, les gens sont silencieux sur la traite de l'océan Indien, soit blancs arabo-musulmans, qui a tué encore plus de millions d'Africains. Pour revenir à notre question de la binarité, c'est très simple. Ce n'est pas en soi que ça a été imposé. On parle ici de mesures de gestion du politique et de la société, dépendamment de qui est au pouvoir. Et l'exemple ici est très simple à comprendre. Il y a dans les études politiques le cas du Kansas. Pourquoi le Kansas? Généralement parlant, les Blancs pauvres, les Blancs col bleu, tendent à voter républicain, alors que les républicains mettent en place des politiques qui leur nuisent à eux-mêmes. Parce que dans le mythe fondateur américain, ce n'est pas juste la Nouvelle Jérusalem, mais dans la réalité politique et surtout socio-culturelle américaine, c'est le fait que la pire chose pour une personne blanche, ce n'est pas d'être pauvre, ce n'est pas de ne pas avoir accès à des politiques publiques. La pire chose pour un blanc aux États-Unis, ou pour une blanche aux États-Unis, c'est d'être au même niveau que la personne noire. Et donc, dans ce genre de mesures, dans ce genre de société, notamment au niveau, disons, des personnes les plus bas dans la classe sociale, mais surtout des politiques, on entretient toujours la division. Et cette division n'est pas une question de EDI, équité, diversité, inclusion, étant divisif, parce que ça ne l'est pas. Dans la logique philosophique de la justice sociale, que l'on prenne les droits civiques américains, que l'on prenne les théories de libération d'Amérique du Sud des années 70-80, que l'on prenne les mouvements tels Solidarność de Lech Walesa, je peux continuer une longue liste. Plus on élève le niveau du groupe qui est au plus bas de la société, plus la société en général en bénéficie. Le problème qui arrive, c'est ceux qui ont le moindre privilège se sentant défavorisés, se sentant comme s'ils sont attaqués. Nelson Mandela, apartheid, fin, années 90, 91 à 94. Il y a des Blancs qui se sont réclamés être opprimés.
Donald Trump, manipulé par Elon Musk et d'autres, tel Peter Tice à la Maison-Blanche, qui s'est mis à radoter sur une sorte de génocide blanc. Quel génocide blanc? Déjà qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Donc, État, société, culture construite sur la haine, la discrimination et l'oppression de personnes blanches. Il n'y a pas de génocide blanc. On ne peut pas avoir un génocide blanc si on n'a pas de racisme blanc. Il n'y a pas des blancs qui fuient en masse l'Afrique du Sud. Mais il y a des blancs qui se sont sentis défavorisés par rapport à la montée des Noirs et leur meilleur accès de vie. Mais qui sont ces blancs? Ce sont des blancs qui étaient déjà pauvres. Donc il y a un enjeu racial qui est lié à celui de classe sociale dans lequel il est toujours plus facile de manipuler ceux et celles qui sont dépendants, ceux et celles qui ont moins de moyens. Que l'on prenne les logiques de la religion ou de la politique ou des médias et de la propagande. Facile de penser à Hitler, Goebbels et le ministère de la propagande. C'est toujours plus facile de manipuler qui? Mais donc ici, pour essayer de rester dans quelque chose de peut-être un petit peu plus vulgarisé, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais c'est certain que quand on essaye de voir un peu les personnes, peu importe le profil de la personne, il y a des gens qui sont profondément convaincus qu'il y a du racisme anti-blanc. Ah, mais absolument, Et comment est-ce qu'on fait justement pour essayer d'aller moins dans la division? Comment est-ce qu'on peut l'amener sur un terrain où on ferait en sorte justement qu'on soit entendu? Parce que c'est ça, si les gens ne se sentent pas considérés ni entendus, ils ne peuvent pas adhérer. Absolument. Delphine, il faut, pour vraiment répondre à la question, que je donne un exemple très récent. La fusée Artemis qui est partie autour de la Lune, la plus longue distance où des êtres humains ne sont jamais arrivés. Il y a de cela des années que la NASA a cessé de publier, de commenter sur le fait qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'être humain a fait un alunissage, a marché sur la Lune. La NASA a abandonné. La NASA a accepté qu'il y a des gens qui, qu'importe les arguments, n'y croiront jamais. Tout comme il y a des gens, qu'importe les arguments, on a vu l'épisode de la Covid, sont anti-vaccins. Ils ont toujours un problème à toute solution. Il y a des gens, qu'ils soient religieux ou non, qui sont convaincus que la Terre est plate. Il y a des gens, il faut accepter leur état d'esprit, car ce n'est pas une question, un peu tel les débats sur la religion, mais également beaucoup d'enjeux politiques et même économiques, comme de société. Ce n'est pas une question de fait et d'intellectualisme, de raison, logique, etc. C'est plus une question d'émotion. Quand on parle notamment de racisme anti-blanc. Mais on adhère avec les émotions. On peut voir ce qui se... Alors, on le prend ou on le prend pas, mais on peut voir ce qui se passe dans la publicité. On sait que on est des êtres émotionnels. L'être humain est plus émotionnel que rationnel, absolument. Et puis aussi, parce que je te cache pas que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand tu parles par exemple de la pandémie, moi, je trouve qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre quelqu'un qui s'est posé des questions et quelqu'un qui est anti-vax. C'est des choses complètement différentes. Non, mais c'est ça, je distingue les deux. Oui. Et si on parle de propagande et de médias, il y a eu... les médias ont joué un rôle dans cette division de la société où, en fait, on ne laissait pas la place aux doutes et on faisait passer toute personne qui se posait des questions pour peut-être justement ce que tu décris, des platistes ou des... Donc, on a quand même... C'est très polarisé. C'est pour ça que je dis tout est critiquable. Je donnais même mon exemple en tant que panafricaniste. Un panafricaniste qui soutient les droits des personnes LGBTQ en Afrique et qui oppose le christianisme et l'islam dans les communautés noires et les pays noirs, juste en disant ces deux phrases, la majorité des panafricanistes ont dit « moi je ne suis pas avec lui ». Pourtant, la nuance, on leur pose la question, montrez-moi toutes ces écritures, toutes ces codes, toutes ces coutumes anti-LGBTQ dans l'Afrique précoloniale, avant l'islam et le christianisme, silence. C'est donc, de nouveau, il n'y a pas de solution miracle, mais comment faire pour que l'individu fasse le cheminement et... Avant de répondre par rapport au cheminement que l'individu peut faire, c'est déjà d'accepter que l'individu
peut ne pas vouloir ou se sentir incapable de faire ce cheminement. Très souvent, dans les couples mixtes, tels il y en a de plus en plus, hein, exemple noir et blanc, l'opposition du père, je vais faire cliché, le père blanc, père de la fille blanche, l'opposition du père par rapport au métissage de sa fille ne disparaît pas parce qu'on lui donne des faits sur le racisme pour dire que les Noirs sont victimes de XY systémique en raison de l'histoire. Très souvent, l'opposition du père disparaît quand il y a un petit bout de chou à quatre pattes. Exactement ce que j'allais dire. Et donc, c'est l'émotion et ça vient Ouais. de soi. Ouais. Et ça vient de soi dans la mesure où l'individu doit arriver à une place pas en soi d'acceptation. Hein. Exemple, quand on parlait au niveau du Covid, des vaccins, etc., ou de qu'importe sujet, pas une question d'acceptation, mais d'ouverture d'esprit, de permettre le doute, pas juste le doute en pointant le doigt, mais le doute également par rapport à soi-même. Est-ce que je suis aussi sûr que je le pense de ma position? Est-ce que mes fameuses recherches, hein, il y a des gens qui ont dit avoir fait des recherches, mais l'autre personne est journaliste, est scientifique, est expert et ça ne veut pas dire que parce qu'on est expert, journaliste, scientifique, politicien, qu'on a raison surtout, absolument pas. Et on le voit très souvent. Ben, c'est un bon cas de figure parce que finalement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont improvisés experts. Tout le monde avait... En fait, à partir du moment où tu as un biais cognitif, tu vas voir ce que tu veux aussi. Donc ça, c'est... Et les algorithmes Ouais. de notre époque technologique, et sans pire avec l'intelligence artificielle, vont justement manipuler. Et c'est là d'où vient toute cette notion de reculer des années et des décennies en arrière par rapport à l'éducation de nos sociétés, par rapport à la culture, le genre de société que l'on peut avoir, notamment en regardant des siècles et même des milliers d'années passées, quel genre d'humain nous prétendons être? Quel genre d'humanité nous voulons créer? Sans trop intellectualiser, je donne souvent l'exemple de Michel Foucault, le théoricien français par rapport à la violence et le langage dans la société. Ce que nous disons est un construit de notre cerveau, donc l'espace-temps actuel, la culture actuelle. Mais même cela est une construction des traditions, des coutumes, de l'histoire, des siècles et des milliers d'années par rapport à ce que nous appelons le réel et la réalité. Il y a de l'inconscient, ben forcément. Forcément. Oui, on est nourri de plein de choses. Si on reste dans quelque chose de vraiment actuel, qu'est-ce qui, dans ta pratique, donc dis-moi un petit peu pour quel type d'organisme tu fais de la formation? Alors, je fais des formations grandement pour les sociétés de l'aide à l'enfance, de l'Est de l'Ontario, mais également de l'Ontario en général, en tant que directeur régional pour l'Est de l'Ontario, mais également pour les cadres supérieurs et fonctionnaires au niveau de l'Ontario comme du Canada. Formation en enjeux d'équité, diversité et, comme j'expliquais plus tôt, inclusivité. En gros, j'adresse les enjeux de pouvoir, de société, les dynamiques dans lesquelles il y a oppression et domination, la déconstruction de ces dynamiques. Donc, ce n'est pas du tout juste dans le théorique, mais c'est vraiment du concret. Théorique, oui, c'est bien, mais le concret, on oublie souvent, c'est aussi la santé mentale, c'est le bien-être. Ce n'est pas juste l'histoire ou bien la bureaucratie, etc., ou la politique. C'est ultimement l'individu qui vit avec soi-même, dans sa voiture, dans sa maison, et comment cela se reflète, comment ça impacte cet individu. Et donc, au niveau des professionnels que tu accompagnes, qu'est-ce qui t'a le plus, peut-être en termes d'anecdotes ou de points précis, qu'est-ce qui t'a le plus surpris et quelles sont les plus grandes oppositions, s'il y en a, ou résistances que tu as pu voir? Je ne sais pas si je dois dire surpris, mais quelque chose qui me surprend parfois, alors ça ne me surprend plus maintenant, parce que c'est arrivé tellement de fois, c'est le nombre de fois que des fonctionnaires et cadres supérieurs sont notamment venus me voir à la fin de formation. Mes formations, ça peut être une conférence d'1 heure, comme ça peut être des formations de 3 jours, notamment dans l'aide à l'enfance. Mais
c'est souvent la remarque comme quoi ils, elles, ont été surpris de ne pas se sentir moindres, de ne pas se sentir insultés ou discriminés parce que blancs, parce que hommes, parce que chrétiens, etc. Et notamment ne pas se sentir rejetés ou mis à l'écart ou indexés Ou soupçonné. ou soupçonnés, Oui, voilà, oui, oui, parce oui. que n'adhérant pas ou ne comprenant pas. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens. Quand je donne des exemples, quand je parlais du chat et du chien dans la salle, ou bien certains exemples que je fais faire, des exercices tels écrire un mot sur une feuille de papier sur le mur, et c'est juste écrit femme. À quoi ça vous fait penser? Dieu, à quoi ça vous fait Il n'y a penser? pas de mauvaise Il n'y a réponse. pas de mauvaise réponse, Oui. vous écrivez ce Mhm. que vous avez en tête, en groupe, vous avez 2 minutes maximum. Et vous passez au prochain terme, au prochain concept. Ou même d'explorer l'origine de leur nom, la signification, et de soudainement réaliser que, ouais, je suis blanc, chrétien, fier, mais ton nom est juif. Ou bien, ton nom est d'origine africaine. Combien de personnes peuvent imaginer que le nom Marie, que l'on associe à la Vierge Marie, oui, Marie, origine hébraïque, oui, origine africaine. Et ça, tu peux dire, tu penses que ce sont des réels leviers pour que les gens sortent de là plus tolérants, plus ouverts, plus conscients? Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où on ne doit jamais réellement imposer le changement juste par des mesures politiques. La majorité des peuples, je prends souvent l'exemple de la religion parce que ça, c'est direct, ça confronte les gens, c'est émotionnel et les gens ont une meilleure compréhension que si je reste dans l'abstrait philosophique historique. Quand on impose quelque chose, oui, ça peut réussir, mais il y a une violence associée à cela. Quand le changement devient plus fluide, un peu comme de l'eau qui coule, qu'importe, l'eau trouvera un espace pour passer. Quand on permet aux gens le temps, quand on donne aux gens, et c'est pas le temps, non, parfois c'est juste 5 minutes, parfois c'est juste le fait d'écouter la personne. L'approche pédagogique dont je parle, en est une notamment où l'individu se sent valorisé, qu'importe le niveau où il ou elle est, et qu'importe notamment ses pensées. Attention, on doit confronter l'individu qui vient de manière frontale à être raciste, sexiste, homophobe, etc., etc. Mais confronter cette personne sans comprendre pourquoi et comment elle a cette pensée, c'est un échec. Combien de fois n'ai-je pas été appelé dans des écoles, des lycées, écoles secondaires, on dit ici, parce que tel ou tel étudiant avait des propos, des comportements? En 30 minutes, 1 heure plus tard, on comprenait qu'en fait, l'enfant ne faisait que reproduire ce qui se disait ou se passait à la maison. Alors, c'est facile de le comprendre pour l'enfant. Mais la personne dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, est-elle vraiment éloignée de cet enfant? Dans son environnement? Et parfois, comme je dis aux gens, hein, ne venez pas au milieu de travail pour vous prétendre les champions de la justice sociale parce que vous avez suivi une formation. Si vous rentrez à la maison et votre conjoint ou conjointe, votre parent ou votre enfant tient des propos sexistes, des propos racistes, des propos xénophobes, etc., et tout le monde en rit. C'est ça, c'est Voilà. ça. Responsabilisation. Exactement. Et je ne fais pas du tout dans l'apologie de la valeur sociale, de justice sociale comme étant un tout. Non. Il y aura toujours des contradictions. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Mais si à la base, j'utilise vraiment 4 philosophies africaines, mais je rappelle surtout celle du Ubuntu. Je suis parce que vous êtes. Si à la base, on peut se respecter, ce respect, c'est de se respecter même dans la contradiction et de reconnaître qu'on est tous dans un cheminement de vie. Peut-être aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Peut-être que c'est dans 5 minutes. Peut-être que c'est dans 5 ans. Peut-être que ça ne sera jamais le cas. Mais est-ce que je peux respecter la personne? C'est la liberté du choix. Voilà. Et ça me donne envie de conclure avec ça, justement, puisque, comme tu le sais, on s'appelle On a le choix, puis c'est laisser le choix. Ce serait quoi
ton choix majeur dans ton existence? En tant que panafricaniste, leader communauté noire, mais tout simplement être humain, ça serait que les individus aillent au-delà des endoctrinements sociétaux, notamment familiaux, pour pouvoir vraiment éveiller leur conscience, non seulement à l'autre, mais par rapport à leur propre humanité. Quand je dis ceci, cela peut paraître vague et abstrait, mais ce n'est pas du tout l'intention. C'est tout simplement de comprendre que on ne peut pas se prétendre moderne et vivre dans une société monde dans laquelle plus de 50% des individus ont peur d'être victimes d'agressions sexuelles, voire de viols, sinon de meurtres, plus il se fait tard dans la journée, sachant que cela arrive également même quand il fait plein jour. On ne peut pas vivre dans un monde dans lequel toutes les statistiques, que ce soit de l'ONU, du Pew, de la CIA, toutes les statistiques confirment que d'ici 2050 à 2100, un être humain sur 3 sera africain. Je n'ai pas dit noir. Donc, comptez les millions de noirs dans les Amériques, les millions de noirs dans le monde, et notamment en Inde, où de plus en plus d'Indiens à la peau plus foncée que moi deviennent conscientisés qu'en fait, ils sont noirs. On ne peut pas vivre dans un tel monde dans lequel un tiers des êtres humains sont africains, toujours marginalisés, et se surprendre de cette immigration qui vient, mais également de pauvreté et de crimes qui sont reliés à la pauvreté, non pas à la couleur de peau. Je peux continuer avec de tels exemples au même titre qu'on ne peut pas et on ne doit pas vivre dans un monde où trop souvent, les vendredis à la mosquée, les samedis dans les synagogues, les dimanches dans les églises, X nombre de personnes vénèrent un Dieu imaginaire, fictif, alors que tant d'enfants sont victimes de pédophilie, de trafic sexuel, meurent dans la faim et la famine, tel au Soudan. Or, est-ce qu'on en parle vraiment? Et sont victimes dans les foyers, alors que tant de bonnes personnes, avec des bonnes intentions, qu'importe le Dieu qu'ils prient, se détournent de ce genre de réalité qui les dérange. Est-ce que ton choix, c'est la lucidité? La lucidité et l'action. La lucidité et l'action au-delà de l'individu et de son petit confort, car le confort est un danger. Le confort cache la menace qui vient. Mais le confort, j'allais y venir parce que tu me fais penser à ça, et on parlait des privilèges au début, et tu disais justement que la discrimination finalement était souvent économique, et que là où la tension naissait, c'était parce qu'un se sentait lésé par rapport à l'autre. Et donc ça boucle la boucle quand tu parles d'inclusivité, parce que l'inclusivité, ça veut dire répondre aux besoins des humains, au maximum en tout cas, dans une société. Absolument. Et quand on regarde le fait que l'on vit dans un monde où l'homme le plus puissant du monde, le maître du chaos, M. Donald Trump, a des comportements qu'on n'oserait pas imaginer de Barack Obama. Grandement car il est noir. Soyons honnêtes. Mais qu'on n'oserait pas non plus imaginer d'une femme présidente, telle Angela Merkel, aussi puissante qu'elle était. Les exemples sont nombreux, mais c'est toujours un rappel. Autant des discriminations que des injustices dans l'espace-temps et culture, dans l'historique, etc., mais qui se répercutent après au niveau des individus dans la violence verbale comme des actions. L'inclusivité, mais également vraiment la justice sociale. Ce n'est point de prétendre qu'il n'y a pas de feux rouges, mais que même les feux jaunes sont déjà trop nombreux pour qu'on ne prenne pas action. À son niveau, je veux dire, on n'a pas essayé de devenir des prix Nobel de la paix, mais non. Mais c'est tel exemple que je donne aux fonctionnaires au cadre supérieur. Ne soyez point hypocrites à prétendre être antiraciste, antisexiste, ouvert d'esprit, pour l'immigration, avoir tous les bons discours.
quand vous allez à la maison, dans vos environnements de famille et d'amis, il y a ce genre de propos, il y a ces violences. Moi, ce serait comme ça que j'aurais envie de conclure, c'est que j'ai écrit cette phrase dans un contexte, peu importe, où je me suis dit que parfois, les zones grises sont les plus sombres. Parce que le fait de tolérer certaines situations sans vraiment mettre le pied par terre, c'est là qu'il y a quelque chose. Et qu'il faut peut-être éviter de vouloir se donner bonne conscience et plutôt regarder les choses en face. C'est bien dit. Et trop souvent, vous savez, la violence, la dictature, les crimes, etc., etc., ont lieu au vu et su de tous, qui trop souvent préfèrent se détourner le visage, fermer les yeux, en se disant « Ah non, moi, ça ne me concerne pas ». Si je peux vous donner une très petite anecdote historique. On vit dans un monde où il y a 50 ans, dans le cadre d'un génocide en Asie, les Khmers rouges ont tué jusqu'à un quart de leur population. Et dans ce quart de population, dans les années 70, toutes les personnes qui portaient des lunettes étaient automatiquement tuées. Combien de personnes dans la société, et notamment qui nous écoutent, portent des lunettes? On serait mort. Imaginez vivre dans une telle société où la logique est que quiconque porte des lunettes peut donc lire des nouvelles, et donc peut lire des tracts anti-gouvernement, et donc est ennemi de la société, et donc doit être tué. Je ne veux pas vivre dans une telle société où les personnes portant des lunettes sont tuées, les personnes étant gauchères sont tuées, les personnes aux cheveux roux étant tuées, les personnes étant des femmes, LGBTQ, musulmans, juifs, noirs, etc. Etc. Oui. etc. Merci beaucoup, César. Merci de m'avoir reçu, sincèrement.